Une simple phrase, posée sans élever la voix, a suffi à ébranler l'édifice. Dans une salle saturée de décideurs, Traoré a lancé ces mots. Le CFA est une chaîne. Ni cri, ni slogan, juste un verdict froid. Cette vérité, à la fois évidente et redoutée, a figé toute l'assemblée. Un silence, plus lourd que la colère, a envahi la pièce. Ce tabou, on ne le touche pas. Derrière les discours sur les routes, les écoles ou la sécurité, demeure une question que nul n'ose affronter. La monnaie. L'argent, c'est la clé invisible du pouvoir. Tant que ce levier reste hors de portée, la nation demeure sous tutelle. Traoré l'a compris. En plaçant la souveraineté monétaire au cœur du débat, il ne lance pas une controverse ordinaire. Il allume une guerre de confiance. Car la monnaie n'est pas qu'une matière, c'est d'abord la foi d'un peuple. Quand cette foi chancelle, tout vacille. Les marchés, les entreprises, les citoyens, nul n'attend les justifications. Ce qui règne, c'est la peur. Peur de perdre, peur de tout changer, peur d'un avenir trouble. L'angoisse précède toujours les actes. Il suffit d'un mot, d'un soupçon, et la rumeur devient menace. Investisseurs sur la réserve, commerçants inquiets, familles suspendues à l'actualité. L'atmosphère de confiance, aussi impalpable que réelle, devient un champ de bataille. La stabilité monétaire ne tient pas à des lois gravées dans le marbre, mais à la force d'une croyance partagée. Celui qui maintient cette croyance détient la monnaie. Celui qui la fissure déclenche la tempête. Oublier ce débat, c'est s'enchaîner à un système qui étrique la liberté nationale. Traoré n'a pas appelé au désordre. Il a posé la question qui dérange. Comment un pays aussi riche en ressources peut-il rester dépendant pour respirer financièrement? En évoquant la chaîne du CFA, il a exposé la vraie menace, la dépendance. Se taire, c'est accepter de brader l'avenir économique du pays et de s'enfermer dans une peur apprise. Mais comment a-t-on pu arriver à ce point où une seule phrase sur la monnaie peut tout bouleverser? Pour le comprendre, il faut sonder l'histoire et la psychologie du CFA. Remonter le fil du temps, c'est découvrir les racines profondes d'un système qui lie l'économie et les esprits. Avant d'envisager la rupture, il faut comprendre comment cette dépendance s'est installée et pourquoi elle perdure encore aujourd'hui. La monnaie n'est jamais neutre. Elle façonne l'imaginaire collectif, façonne la confiance et trace les frontières du possible. Le franc CFA ne se contente pas d'organiser les échanges économiques. Il verrouille la politique, contraint la décision et façonne la dépendance. Chaque clause, chaque règle est une barrière invisible dressée contre l'autonomie réelle du Burkina Faso et de ses voisins. Pourtant, le pays repose sur des richesses considérables, or, coton, soleil. Mais année après année, sa souveraineté financière s'amenuise. Comment une nation aussi dotée reste-t-elle captive? Parce que la principale chaîne n'est pas faite d'acier, mais de croyances. La crainte d'une réforme monétaire n'est pas un hasard. Elle est fabriquée, entretenue par ceux qui vivent du statu quo, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. On répand que toute sortie du CFA mènerait à l'inflation, au chaos, à la ruine. À chaque évocation d'une rupture, la panique gagne les marchés. Les entreprises reportent leurs projets, les ménages doutent de demain, et les rumeurs se propagent. Cette peur diffuse devient le principal levier de contrôle. On conditionne une nation entière à redouter sa propre liberté. À chaque hésitation, la sphère internationale envoie un message. L'incertitude est une menace. Les investisseurs patientent, les partenaires commerciaux ralentissent, la confiance s'effrite. Ici, la peur n'est pas un effet collatéral, mais une arme politique raffinée. Accepter l'ignorance, c'est regarder son or, son coton, ses savoir-faire s'enfuir vers l'étranger. C'est voir la souveraineté s'évaporer, lentement mais sûrement, sous la pression d'un système qui ne profite qu'à ceux qui le maintiennent en place. Pourtant, la vraie question ne se limite pas à nommer cette peur. Pourquoi la panique devient-elle toujours l'obstacle majeur à toute réforme, et quelle est la clé pour briser le cercle? Traoré veut rompre ce cercle vicieux, mais sans précipiter le pays dans le tumulte.
Il sait qu'une stratégie méthodique, contrôlée, peut transformer la peur en moteur de changement. Ce n'est jamais l'économie qui s'effondre la première, mais bien la confiance. Tout l'édifice repose sur cette foi invisible, et chaque fissure dans cette croyance menace l'ensemble du système. Derrière les débats sur la souveraineté monétaire se joue une bataille plus profonde, presque souterraine. Le dispositif CFA ne subsiste pas uniquement par des rouages financiers, mais en instillant la peur chez ceux qui pourraient le remettre en cause. On martèle aux décideurs que la moindre tentative de réforme déclencherait un chaos ingérable. Ce n'est donc pas une coïncidence. À la simple annonce d'un changement, les marchés s'agitent, comme mus par un réflexe conditionné. On observe immédiatement des sorties massives de capitaux, une flambée soudaine des prix, et la diffusion de rumeurs sur la pénurie prochaine de produits essentiels. Cette mécanique vise à étouffer la confiance avant même que les bases économiques ne soient réellement touchées. 3 cibles sont visées avec rigueur. D'abord, la population. On attise les peurs de l'inflation, de la disparition des économies, de la perte de l'accès aux biens de première nécessité. Ensuite, les entreprises. Elles subissent des contraintes de crédit, des avertissements sur l'incertitude des assurances et des signaux de défiance de la part des partenaires. Enfin, l'État lui-même, pris en étau entre pressions diplomatiques ouvertes et menaces économiques à peine voilées. Dans ce théâtre, la plus grande menace n'est pas dans les chiffres, mais dans l'esprit collectif. Une vague de panique peut balayer un pays bien avant que ses indicateurs économiques ne bougent réellement. Si la peur gagne, elle s'auto-alimente, jusqu'à devenir une prophétie destructrice. Face à cela, comment résister? Tout commence par la discipline et la transparence, par une communication irréprochable et une surveillance constante des signaux du marché. Mais surtout, il faut injecter méthodiquement de la confiance, préserver la crédibilité des institutions et refuser de se laisser entraîner par le calendrier imposé par la panique. La séquence, non la précipitation, doit guider chaque étape. Chaque mouvement doit être anticipé, expliqué et assumé pour éviter que la croyance populaire ne vacille. Si la peur dicte le rythme, la souveraineté fond avant même d'avoir pris forme. Mais si la transition est conduite avec sang-froid, la routine et la préparation deviennent les antidotes les plus puissants contre la contagion de la peur. Reste à comprendre comment instaurer cette discipline et cette confiance, étape par étape. Car la stratégie de Traoré ne laisse rien au hasard. Chaque décision, chaque mot compte. Une sortie ne doit jamais ressembler à un saut dans le vide, mais à une montée d'escalier, maîtrisée, consciente. Chaque marche gravie compte. Chaque geste soigneusement posé doit rassurer plus qu'il n'inquiète. Ici, la peur ne se contourne pas. Elle se dompte par la discipline et la routine, jamais par de fausses promesses. Pour qu'un pays puisse retrouver sa souveraineté monétaire, il faut ériger 3 piliers. Premier pilier, renforcer les réserves tangibles. Il ne s'agit pas seulement de chiffres alignés sur des comptes, ni de déclarations symboliques. Ce sont des stocks réels, carburant, céréales, devises fortes. Ils servent de matelas, amortissant les chocs lorsque le monde extérieur se crispe ou se ferme. Sans ces coussins, la moindre turbulence peut devenir un ouragan. Regardons l'histoire récente du Venezuela. Lorsque ce pays a subi un embargo pétrolier, le manque de réserves alimentaires et de devises étrangères a provoqué une crise humanitaire en quelques mois. En Asie, la crise financière de 1997 a montré que les pays disposant de solides réserves, comme la Chine ou Singapour, ont pu résister à l'effondrement régional, alors que d'autres, moins préparés, ont vu leur monnaie s'effondrer en quelques semaines. Deuxième pilier, retenir la valeur à l'intérieur. Cela passe par des contrats équitables sur les ressources naturelles, par des circuits économiques qui empêchent la richesse de s'évaporer vers l'étranger. Il ne suffit pas d'avoir un sous-sol riche. Il faut que cette richesse protège la population, stabilise la monnaie, finance l'investissement local. Tant que l'argent fuit, aucune réforme ne peut tenir. Prenons l'exemple du Botswana. Ce pays a négocié des contrats avantageux avec les compagnies minières, permettant que la plus grande part des revenus du diamant reste dans le pays. Résultat, une croissance soutenue, une stabilité monétaire et des investissements dans l'éducation et la santé.
A contrario, de nombreux pays africains ayant cédé la gestion de leurs ressources à des intérêts étrangers ont vu peu d'impact sur le bien-être de leur population. Troisième pilier, inventer des alternatives de paiement. Cela signifie créer d'autres rails, d'autres façons d'échanger et de commercer, sans dépendre d'un système extérieur susceptible de se retourner contre le pays. Diversifier, c'est se prémunir contre les pressions, les coupures, les attaques spéculatives. C'est ouvrir des portes et refuser la soumission à un unique réseau étranger. L'exemple du système de paiement russe, MIR, mis en place après les sanctions occidentales, prouve la nécessité de disposer de solutions nationales. De la même façon, la Chine a développé son propre système de paiement international, le CIPS, pour réduire sa dépendance au SWIFT contrôlé par l'Occident. Ces innovations offrent des marges de manœuvre et protègent l'économie nationale. Chacun de ces piliers agit comme une ceinture de sécurité, retenant la richesse nationale, limitant la vulnérabilité, amortissant les chocs sans céder à la panique. Mais il ne suffit pas de les proclamer. Il faut les installer dans la durée, de manière transparente, répétitive, presque routinière. C'est la routine, et non la magie, qui construit la stabilité. La véritable épreuve, c'est de tenir sous pression sans que la société ne s'effondre, sans que la peur ne gagne. Car en matière de monnaie, ce n'est jamais la technique qui fait tomber un pays. C'est la panique, la perte de confiance, la contagion des rumeurs. La discipline narrative et institutionnelle devient alors la meilleure arme de défense. Il faut parler vrai, organiser le récit, anticiper les attaques, désamorcer les peurs avant qu'elles n'incendient les marchés. Avancer trop vite, c'est s'exposer au sabotage. Hésiter trop longtemps, c'est perdre la crédibilité. Tout se joue sur une ligne de crête. Savoir tenir le cap, rassurer sans mentir, réformer sans effrayer. L'avenir financier du pays se décide ici, dans la patience, la clarté, l'inlassable répétition des gestes rassurants. Mais même les meilleures méthodes n'offrent aucune garantie absolue. Reste alors une question. Comment faire pour que la confiance tienne face à l'inconnu? La souveraineté ne prend racine qu'en premier lieu dans l'esprit, bien avant d'apparaître dans les chiffres officiels. Voilà la vérité qui dérange. Tout combat monétaire commence par une lutte invisible pour la confiance. Cette confiance se construit ou se démolit dans la tête de chacun, longtemps avant de s'exprimer dans les bilans du Trésor ou sur les marchés. Reconnaître la peur, c'est déjà lui ôter du pouvoir. Car la peur n'est qu'un outil. Elle sert à manipuler, à diviser, à semer le doute sur notre capacité à agir ensemble. Rumeurs, discours alarmistes, annonces catastrophiques, tout vise à paralyser. Face à cela, la discipline est l'arme la plus fiable. Opposer des faits réguliers aux fantasmes, préférer la lucidité à la panique. La routine elle-même devient un rempart. Chaque semaine, l'État communique sur les réserves, les stocks, les prix essentiels. Les entreprises, tenues à la transparence, dévoilent leurs flux. Du côté de la société civile, on vérifie l'information, on démonte les fausses alertes, on diffuse les bonnes pratiques. Moins il y a d'ombre, moins la peur s'installe. Il faut agir sans tarder dès qu'une rumeur surgit. Jamais attendre. Le gouvernement révèle aussitôt la réalité des chiffres. Les acteurs économiques s'expriment. Les médias décryptent. On coupe ainsi à la racine la spirale du soupçon, cette mécanique qui alimente la désinformation et fragilise la cohésion. La confiance ne se délègue pas. Elle se défend partout, à chaque instant. Un citoyen qui refuse la panique, un commerçant qui maintient ses prix, un fonctionnaire qui applique les règles. Chacun joue un rôle décisif. L'indifférence ou la passivité, au contraire, ouvre la voie à ceux qui veulent gouverner par la peur. Derrière les discours rassurants se cache parfois un piège. Le vrai danger n'est pas de vouloir changer ni d'oser l'autonomie, c'est de s'enliser dans la dépendance. Chaque obéissance aveugle, chaque silence face à une décision opaque grignote la marge de manœuvre collective. Plus on laisse d'autres décider, plus l'horizon se rétrécit. La clé, c'est l'imagination partagée. Penser l'alternative, c'est déjà commencer à briser les chaînes. Quand une société entière se met à envisager d'autres futurs, la peur perd son emprise.
L'histoire n'avance jamais par la soumission, mais par l'audace de croire à un autre possible. Ne pas agir, c'est laisser d'autres écrire notre avenir. Abandonner la confiance nationale, c'est livrer le pays à la peur, pour longtemps. Cette responsabilité est collective, cette discipline quotidienne, plus puissante que toutes les campagnes de désinformation. Chaque étape compte, mais rien n'est jamais acquis. La résistance au changement s'organise déjà. Pourtant, la dynamique enclenchée semble irréversible si la confiance collective demeure intacte. La peur ne doit pas acheter notre avenir. Elle n'est ni une stratégie, ni un héritage à transmettre. Chaque génération burkinabé se retrouve à une croisée des chemins, céder à la peur et à la dépendance, ou affirmer, ensemble, une confiance disciplinée face à l'incertitude. Aujourd'hui, la souveraineté n'est pas un simple mot d'ordre, mais une stratégie de longue durée, bâtie sur la constance et la préparation collective. Espérer la stabilité ne signifie pas refuser le changement. Ce n'est pas appeler à l'immobilisme ni aux vieilles recettes qui nous rendèrent vulnérables. Au contraire, cela exige d'accepter le risque, d'apprivoiser l'incertitude et de choisir, chaque jour, de ne pas laisser la panique guider nos décisions. La peur agit comme un poison invisible. Elle s'infiltre dans nos esprits, affaiblit la confiance en notre monnaie, en nos institutions, et mine notre capacité à croire en nous-mêmes. Chaque rumeur, chaque prévision alarmiste, chaque scénario catastrophe ne vise qu'un but, saper notre légitimité à écrire notre propre histoire. Mais la discipline collective, c'est refuser ce poison. C'est continuer à travailler, à produire, à commercer, à s'organiser et à s'informer, même lorsque la tempête menace. La routine, la transparence et la préparation deviennent alors nos boucliers contre la spéculation et la peur. Ceux qui contrôlent la narration voudraient nous persuader que la stabilité ne peut venir que de l'extérieur. Ils veulent que nous doutions de notre propre force, que nous croyions que le chaos est inévitable si nous sortons des sentiers tracés pour nous. Mais la véritable stabilité se construit ici, par notre courage à coopérer, à partager l'information et à refuser les manipulations. L'avenir n'est pas un coup du sort à subir, mais un terrain à conquérir ensemble. Chaque acte de confiance, chaque conversation qui défie la fatalité, chaque choix quotidien construit la base d'une autonomie véritable. Aujourd'hui, c'est l'occasion de briser le cercle vicieux de la peur, de résister à la tentation du repli, de partager l'idée que la souveraineté se mérite, non par la panique, mais par la discipline quotidienne et la solidarité face aux défis. Ce n'est pas la peur qui protégera notre économie, nos ressources ou notre dignité. C'est le refus des récits écrits d'avance, la tête froide, et la consolidation des routines de préparation bâties tout au long de cette transition. La peur ne sera pas la fin de l'histoire si, collectivement, nous affirmons que l'avenir se négocie, que la confiance partagée vaut mieux que toutes les menaces, et que la discipline commune reste la clé de notre souveraineté retrouvée. Pour approfondir ce sujet, examinons les exemples d'autres pays ayant connu des transitions monétaires audacieuses. L'Islande, en 2008, a vu son système bancaire s'effondrer du jour au lendemain. Face à la panique, le gouvernement a choisi la transparence absolue. Chaque semaine, il publiait les chiffres exacts des réserves, des dettes, des flux économiques. Cette discipline narrative a permis de restaurer la confiance, de rassurer les citoyens et d'attirer de nouveaux investisseurs. En moins de 3 ans, l'économie islandaise est repartie, prouvant que la confiance construite collectivement vaut plus que la peur imposée de l'extérieur. En Afrique de l'Ouest, le Nigeria a lancé il y a quelques années sa propre initiative de digitalisation de la monnaie, le Naira. L'objectif était de contourner la dépendance au dollar et de fluidifier les échanges internes. Si le chemin reste semé d'embûches, cette volonté d'innovation monétaire montre que la souveraineté n'est pas un rêve lointain, mais le fruit de décisions concertées et préparées. La zone euro elle-même est née sur une promesse de confiance collective. Avant la mise en circulation de l'euro, chaque pays a dû rassurer ses citoyens, mener des campagnes d'information massives, garantir la disponibilité des nouveaux billets et pièces, et offrir des garanties sur la stabilité des prix. Les souvenirs de la crise du mark allemand dans les années 1920 ont guidé la prudence.
Pour éviter l'hyperinflation qui avait ruiné la classe moyenne allemande, tout a été préparé dans le détail, avec rigueur et discipline. Ce n'est pas par hasard que l'euro s'est imposé. C'est par la routine, la prévoyance et la pédagogie. Dans le cas du Burkina Faso, la feuille de route doit s'inspirer de ces exemples tout en respectant ces réalités. Il ne s'agit pas d'imiter aveuglément, mais d'adapter chaque étape. Par exemple, si la transition prévoit l'introduction d'une nouvelle monnaie, il faudra anticiper la création d'une autorité monétaire solide, la formation des agents économiques, la mise en place de mécanismes d'assurance contre la volatilité et l'organisation de campagnes d'information auprès du grand public. Il sera crucial de prévoir des filets de sécurité pour les plus vulnérables. Lorsqu'en Inde, le gouvernement a démonétisé brutalement certains billets, des millions de citoyens ont été privés temporairement de liquidités, créant une panique évitable. Le Burkina Faso devra donc s'assurer que chaque mesure de transition s'accompagne de dispositifs d'accompagnement, accès aux comptes bancaires, soutien aux commerçants, garantie sur la disponibilité des biens essentiels. La confiance ne se réduit pas à la parole de l'État. Elle se construit aussi dans le tissu social. Les chefs de village, les leaders religieux, les associations de quartier, les entrepreneurs locaux ont tous un rôle à jouer. La réussite d'une transition monétaire dépendra de la capacité à fédérer ces relais autour d'un discours commun, transparent et d'actions concertées. Plus la société est informée et impliquée, moins la peur a de prise. La discipline doit s'incarner dans des pratiques concrètes. Par exemple, les marchés doivent rester ouverts, même dans la tempête. Les prix de référence doivent être affichés publiquement pour éviter la spéculation. Les stocks de céréales, d'essence et de médicaments doivent être gérés avec rigueur, avec des comptes rendus périodiques. Les banques doivent garantir la stabilité des retraits et expliquer chaque nouveau protocole à la clientèle. Pour éviter la contagion de la peur, il faut aussi anticiper la guerre de l'information. Lors de la transition de la Lettonie du rouble au lei, des campagnes de désinformation avaient tenté de semer la panique. La réponse gouvernementale a été de mobiliser les radios locales, d'organiser des réunions publiques quotidiennes et de publier des FAQ sur chaque étape. Cette transparence a permis de traverser la phase critique sans effondrement de la confiance. Un autre axe majeur est la coopération régionale. L'histoire de l'Union européenne montre que la mutualisation des garanties et des réserves a renforcé la capacité de résilience face aux crises. Pour le Burkina Faso, il s'agira de renforcer les liens économiques avec ses voisins, de partager les bonnes pratiques et d'unir les efforts sur la gestion des ressources stratégiques. Plus la transition est collective, moins elle est vulnérable aux attaques extérieures. Du côté des entreprises, la préparation passe par des audits de risques réguliers, la diversification des fournisseurs et des clients, la constitution de fonds de roulement plus robustes. L'État peut accompagner ce mouvement en offrant des prêts relais, des assurances contre la volatilité et en encourageant l'épargne de précaution. À chaque étape, la pédagogie doit être centrale. Il faudra multiplier les ateliers, les campagnes d'explication, les simulations de crise pour préparer le terrain. Un citoyen bien informé devient un rempart contre la spéculation et la panique. Enfin, la vigilance doit rester de mise. Chaque crise, chaque rumeur, chaque incident doit être traité comme une opportunité de renforcer la confiance collective. L'histoire regorge d'exemples où la peur a tout balayé. La ruée sur les banques américaines en 1929, la fuite des capitaux lors de la crise asiatique, l'effondrement du rouble russe en 1998. Mais elle offre aussi des contre-exemples de résilience. La reconstruction du Japon après la Seconde Guerre mondiale, le redressement de l'Argentine après la crise de 2001, la gestion disciplinée de la crise financière par la Corée du Sud. Le Burkina Faso a l'opportunité d'écrire une nouvelle page. Chaque décision, chaque mot, chaque geste compte. Mais surtout, c'est la constance, la répétition, la préparation qui feront la différence. La souveraineté monétaire ne s'arrache pas dans la précipitation. Elle se construit, jour après jour, par la discipline et l'engagement de tous. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si la peur va surgir. Elle surgira. La vraie question c'est, serons-nous prêts à y répondre ensemble, avec lucidité,
transparence et confiance disciplinée. Chaque génération est confrontée à son doute fondamental. Pour la nôtre, il s'agit de savoir si le Burkina Faso peut, sans trembler, saisir son destin économique. Tout commence par la confiance. C'est elle, et elle seule, qui transformera la peur en levier, l'incertitude en opportunité et l'avenir en une conquête collective.